Heo Jae-won a 5 ans et il est déjà foutu. Pas de mana, zéro. Le patriarche Moon Tae-song le jette dehors avec son père. Il crève dans les terres désolées. Des années plus tard, il trouve un loup agonisant. Il pose sa main sur lui. Une fenêtre apparaît. Essence consommée. Sa chair pourrit sur place. Et là, Jae-won sourit. Parce que maintenant, il a le pouvoir de les buter tous. Flashback. On retourne au jour où ça a merdé. La grande salle du clan de la Lune est pleine à craquer. Les aînés portent leurs robes de cérémonie. Le gamin Jae-won se tient au centre. Son père lui serre l'épaule. Un murmure fier. Le patriarche Moon Tae-song fait signe d'avancer. Un orbe de mana trône sur un piédestal en pierre noire. Tous les enfants du clan doivent passer ce test. Jae-won retient son souffle. Il tend sa petite main. Ses doigts touchent la surface froide. Rien. Pas une étincelle. Pas un scintillement. L'orbe reste aussi mort que ses chances. Les aînés échangent des regards noirs. Le père blêmit. Moon Tae-song se lève. Son ombre engloutit le gamin. Il annonce le résultat. 0 mana. Le mot claque comme une gifle. Un déchet. Le patriarche ne crie même pas. Sa voix est calme, glaciale. Il ordonne l'exil immédiat. Le père tente de protester. Il dit que c'est une erreur, que l'orbe a dû mal réagir. Devinez quoi? Le boss du clan n'en a rien à foutre. 2 gardes empoignent le vieux. Jae-won hurle. Il s'accroche à la jambe de son père. Les gardes les traînent hors de la salle. Les portes se referment derrière eux. Un bruit sourd. Et juste comme ça, leur vie est finie. Dehors, le vent du désert frappe déjà. Le clan les jette littéralement aux portes de la citadelle. Pas de provisions, pas d'armes, pas d'adieu. La mère de Jae-won était morte en couche. Il ne reste que son père. Et ce vieux tient à peine debout. Il marche dans les terres désolées. Le soleil cogne. Le sable brûle les pieds. Jae-won pleure jusqu'à ne plus avoir de larmes. Son père lui raconte des histoires de guerriers, des héros qui ont survécu à pire. Notre petit Jae-won y croit à moitié, mais il serre la main de son père, et il avance. Les jours deviennent des semaines. La faim transforme les corps. Les côtes saillent, les yeux se creusent. Le père trouve parfois des racines, de l'eau croupie dans un creux de roche. Il donne tout à son fils. Lui se prive. Évidemment, ça ne dure pas. Une nuit, la toux commence, d'abord légère, puis grasse. Le vieux crache du sang. Jae-won panique. Il n'a que 6 ans maintenant. Il ne sait pas quoi faire. Son père lui caresse les cheveux. Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Regardez ce qui se passe. 3 jours plus tard, l'homme ne se réveille pas. Jae-won secoue son corps froid. Rien à faire. Le gamin hurle dans le désert vide. Personne n'entend. Il creuse une tombe avec ses mains, les ongles arrachés, les doigts en sang. Il enterre son père sous un cairn de pierre. Il récupère un petit pendentif, le symbole du clan de la Lune rayé. Son père l'avait gardé comme une malédiction. Jae-won l'attache autour de son cou. Il regarde l'horizon. Ses yeux ne sont plus ceux d'un enfant. Une rage froide s'installe. Il promet de revenir, de faire payer Moon Tae-song, de réduire leur clan en cendres. Il n'a que 6 ans, et il a déjà un but. Les années passent, on fait un bond en avant. Le désert n'a pas changé. Le gamin non plus, en un sens. Il a 18 ans maintenant. La peau tannée, les muscles secs comme du cuir. Il fouille les ruines d'un avant-poste oublié. Les terres désolées sont pleines de ces carcasses, des baraquements effondrés, des os blanchis. Notre pote Jae-won gratte le sol avec une tôle rouillée. Il cherche de quoi survivre encore un jour. Un rat desséché, une gourde percée, n'importe quoi. Le soleil tape comme un marteau. Sa tunique est en lambeaux. Ses pieds sont enveloppés dans des chiffons. Il porte le pendentif toujours accroché. Le métal est chaud contre sa peau. Ça lui rappelle sa promesse. Il soulève une pierre plate. Dessous, un scorpion mort. Pas de bol. Il le jette. Bien sûr, il ne va pas bouffer ça. Son estomac grogne. Il ignore la douleur. Il a l'habitude. Il se redresse et scrute l'étendue. Des dunes à perte de vue. Aucune piste. Pas de caravane de marchands. Même les pillards évitent ce coin pourri. Jae-won crache du sable. Il essuie la sueur de son front. Il a survécu 12 ans dans cet enfer, sans mana, sans clan, sans personne. Juste sa haine en bandoulière. Un bruit. Loin. Un croassement. Des vautours tournent derrière une crête. Jae-won lève les yeux. Ça veut dire charogne. Peut-être une bête crevée.
peut-être un autre exilé. Il n'a pas le choix. Il se met en marche. Chaque pas soulève un nuage de poussière. Il grimpe la dune en s'aidant des mains. Arrivé au sommet, il voit. Un corps gît en bas, encore frais. Un homme en armure légère. Pas un soldat du clan. Un aventurier peut-être. Jaewon dévale la pente. Il s'agenouille près du Maccabée. Devinez quoi? Il n'est pas mort de soif. Sa gorge est tranchée. Un coup net. Jaewon fouille ses poches. Pas de nourriture. Une bourse avec 3 pièces de cuivre. Une dague ébréchée. Il prend la dague. Les pièces, il les glisse dans sa ceinture. Il regarde autour. Qui a tué ce type? Aucune trace. Bizarre. Mais il s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qu'il peut en tirer. Il arrache un bout d'étoffe du cadavre. Il en enveloppe la lame. Puis, il repart. Le vent efface déjà les traces. Les vautours descendent. Ils se disputent la charogne. Jaewon ne se retourne pas. Les morts ne servent plus à rien. Il l'a appris très tôt. Plus tard, il trouve un abri. Un surplomb rocheux qui bloque le vent. Il s'y glisse. Il sort son butin. La dague est rouillée, mais solide. Il la coince contre une pierre et l'aiguise. Le crissement rythme la tombée de la nuit. La lune se lève. Là-haut, le clan de la lune doit festoyer. Ils ignorent tout de ce survivant, ce déchet qu'ils ont jeté. Ils ne savent pas encore qu'il pue la vengeance. Jaewon finit d'affûter l'arme. Il mord dans une racine fibreuse. Son seul repas de la journée. Il ferme les yeux un instant. Les souvenirs remontent. Le visage de son père. La voix froide du patriarche. Les portes qui claquent. Il rouvre les yeux. Pas de larmes. Juste une promesse silencieuse. L'aube le trouve déjà debout. Il reprend sa quête sans fin. Chercher de l'eau. Terrestre. Une occasion. La vie d'un proscrit n'a pas de trêve. Il traverse un champ d'épines sèches. Au loin, une silhouette. Un animal? Impossible à dire avec ce mirage de chaleur. Jaewon plisse les yeux. Il approche prudemment. La silhouette se précise. Un loup. Énorme. Allongé sur le flanc. Haletant. Blessé. Son flanc est ouvert. Du sang noir coule dans le sable. La bête lève la tête vers Jaewon. Ses yeux jaunes sont vitreux. Elle va mourir. Jaewon s'arrête à quelques pas. Il serre sa dague. Une proie facile. De la viande pour plusieurs jours. Il pourrait l'achever. Mais quelque chose le retient. Un instinct. Ou la fin de quelque chose de plus profond. Il s'accroupit à côté du loup. La bête ne grogne même pas. Elle est trop faible. Jaewon hésite. Puis il pose sa main sur le cou de l'animal. Juste pour sentir son pouls. Et là, tout bascule. Son corps se fige. Une sensation électrique. Une fenêtre holographique apparaît devant ses yeux. Compétence unique, consommation d'essence. Le texte clignote. Son cœur s'emballe. Il ne comprend pas. Mais son corps sait. Un flux d'énergie brute traverse sa paume. L'essence du loup coule en lui. Il sent sa propre force grimper d'un cran. Putain, il absorbe la vie. Mais regardez ce qui se passe. Sa main commence à noircir. Des veines pourries remontent le long de ses doigts. La chair se craquelle. Une nécrose qui avance. Il retire sa main en hurlant. Le loup rend son dernier souffle. Jaewon recule. Il fixe ses phalanges noircies. Ça ne fait pas mal. C'est pire. C'est glacé. Il agite les doigts. Il bouge encore. Mais la pourriture reste. Grosse erreur. Il vient de débloquer un truc dangereux. Mais il n'a plus peur. Il regarde le cadavre du loup. Puis sa main. Puis il sourit. Pas un sourire de gamin, un rictus de prédateur. Parce que maintenant, il a le pouvoir de détruire ceux qui l'ont banni. Et la nécrose? Un détail. Il est prêt à payer le prix. La nécrose ne recule pas. Elle s'arrête juste sous son poignet. Comme une marque de prison. Jaewon fixe ses doigts noirs. Il ne tremble pas. Il ne tremble plus du tout. Ce truc est dangereux. Mais vous savez quoi? C'est exactement ce qu'il lui faut. Il serre le poing. La peau craquelle. Pas de cri. Juste ce rictus de prédateur. Un vœu silencieux. Le clan de la lune va payer. Chaque humiliation. Chaque coup reçu. Son père crevé dans le sable. Il va le rendre au centuple. Il se relève. La charogne du loup est déjà froide. Les vautours attendent leur tour. Il les ignore. Il retourne à son abri sous le rocher. La nuit tombe. Jaewon ne dort pas. Il examine sa main sous la lune. Les veines pourries luisent, presque phosphorescentes. Une fenêtre système clignote encore. Texte rouge. Avertissement. Nécrose irréversible.
progression lente. Suspension possible, avec noyau de mana pur. Il ne sait même pas ce que c'est, mais il retient l'info. Tout ce qui peut freiner la pourriture l'intéresse. L'aube revient. Jae-won range sa dague et repart. Sa main gauche pend le long du corps, les doigts toujours fonctionnels. La nécrose est sous la peau, pas dans les muscles, pas encore. Il croise une lièvre des sables. L'animal le regarde s'enfuir. Notre gars s'accroupit. Il veut tester. Juste une goutte d'essence. Sa paume droite touche le pelage. L'étincelle, le flux. Le lièvre se débat une seconde, puis s'effondre. L'énergie coule, et la nécrose monte. Elle gagne 1 centimètre. Jae-won retire sa main. La bête est morte, vide. Il observe le bras. La zone noire s'est étendue, mais sa force a grimpe d'un cran. Il dégaine la dague ébréchée. Un coup sec. Il tranche le lièvre et le dépaisse. Pas de feu. Il croque la viande crue. Il n'a plus de dégoût. La haine, ça coupe l'appétit pour autre chose. Il reprend la marche. Des jours passent. La nécrose progresse millimètre par millimètre. Chaque consommation coûte un bout de lui. Mais le déchet est têtu. Il trouve un ancien campement, des tentes déchirées, des os blanchis, un puits tari. Et là, sous une bâche, une silhouette. Un vieil homme adossé à une pierre, une jambe en moins. Un moignon noueux, des balafres anciennes, mais des pommettes saillantes et des yeux perçants. Jang Il-hwan. Il ne bouge pas. Il fixe Jae-won. Sans peur. Notre gars s'arrête. Il serre la dague. Le vieux crache par terre. Il dit un truc. Sa voix est rocailleuse. Il demande au gamin s'il veut se faire trouer. Jae-won ne répond pas. Il observe. Le vieux est armé. Un bâton ferré caché sous la toile. Il-hwan esquisse un sourire édenté. Il a repéré la main noire. Il dit que Jae-won pue la charogne. Notre gars ne bronche pas. Il demande si le vieux connaît ce pouvoir. Il-hwan éclate de rire. Un rire sans joie. Il connaît. Trop bien. Il dit que ce truc s'appelle la consommation d'essence. Un chemin maudit. Il ajoute que Jae-won est déjà un cadavre ambulant. Notre gars hausse les épaules. Il s'en fout. Mais le vieux l'arrête. Il ne doit pas mourir idiot. Il a besoin de savoir se battre. Sans compter uniquement sur ce poison. Jae-won ricane. Il dit que personne ne lui a rien appris. Il-hwan attrape son bâton. Il le pointe sur le gamin. Il propose un deal. Il lui file les bases du combat. En échange, Jae-won lui rapporte de l'eau et des vivres. Le vieux est coincé ici. Sa jambe en moins le cloue au sol. Il ne peut plus chasser. Notre gars accepte sans un mot. Il a besoin de ça. Le deal est scellé d'un regard. Dès le lendemain, l'entraînement commence. Il-hwan ne rigole pas. Il fait ramper Jae-won sous le cagnard. Pompe sur les poings. Des heures. Le vieux critique tout. Sa posture de débile. Ses appuis pourris. Jae-won mord la poussière. Il se relève. Encore et encore. La sueur coule sur sa peau brûlée. Les paumes saignent. La main noire ne sent plus rien. Ça l'aide presque. Il-hwan lance des cailloux. Il faut esquiver. Sans mana. Juste les réflexes. Jae-won prend des pierres en pleine tête. Mais il apprend vite. Son corps est plus fort depuis l'absorption. Il esquive de justesse. Puis de mieux en mieux. Le vieux ricane. Il dit que le gamin est moins nul qu'il pensait. Un jour, il sort des bâtons. Il enseigne une posture. Le vent du démon. Une technique de Banis. Purement martiale. 0 mana. Tout dans les appuis et la torsion des hanches. Jae-won répète le mouvement 100 fois. Ses bras hurlent. La nécrose s'étend un peu. Le vieux voit les veines noires progresser. Il secoue la tête. Il prévient encore. Chaque absorption rapproche Jae-won de l'état de spectre. Un jour, son corps ne répondra plus. Il sera une coquille vide. Notre gars répond qu'il aura déjà écrasé le clan. Il-hwan n'insiste pas. Il connaît ce regard. Il l'a vu dans le miroir autrefois. Il poursuit la leçon. Il montre comment désarmer un adversaire. Jae-won tente. Il se prend le bâton dans les côtes, plie en deux. Mais il retient. Il répète, pendant des jours. Le vieux devient dur. Il hurle. Il frappe. Il ne laisse aucun répit. Mais Jae-won n'abandonne pas. Il dévore cet entraînement. C'est sa seule porte de sortie. Un matin, il ramène un scorpion géant. Il l'a achevé au couteau, sans absorption. Le vieux lève un sourcil. Pas mal. Il partage la chair grillée. Il-hwan parle un peu. Il était sergent dans une armée de mercenaires. Trahi, laissé pour mort. Il connaît la valeur de la vengeance.
Il dit à Jae-won de ne pas la gâcher, de ne pas se faire tuer avant d'avoir sa revanche. La nécrose est son chronomètre. Il doit agir vite. Notre gars hoche la tête. Il demande où trouver des noyaux de mana pur. Le vieux crache un os. Chez les clans, évidemment. Dans le ventre de leur champion. Jae-won comprend. Pour survivre, il doit tuer. C'est un cercle vicieux. Mais il lui faut les cristaux pour freiner la pourriture, pour durer assez longtemps. Le lendemain, Il-hwan lui file un dernier conseil. Il ne faut pas absorber n'importe quoi. Certains êtres ont une essence corrompue. Ça accélère la nécrose. Il doit viser les cœurs purs des bêtes ou les noyaux de mana. Jae-won enregistre. Il regarde sa main. Les doigts sont toujours mobiles. Mais la peau noire remonte, presque jusqu'au coude. Il la cache sous un chiffon. Pas de honte, juste de la discrétion. Un matin, le vieux lui tend son bâton ferré. Il dit qu'il n'en a plus besoin, et que le gamin est prêt. Pas un expert, mais un tueur. Jae-won prend l'arme. Il s'incline. Un geste bref, le premier respect qu'il accorde, puis il tourne les talons. Il-hwan lui crie un truc. Il lui dit de ne pas devenir un monstre, juste un salaud. Notre gars ne se retourne pas. Il marche vers les contreforts rocheux. Là-bas, il y a des caravanes, donc des gardes, donc des noyaux. Sa première cible. La nécrose le démange. Il accélère le pas. Sa nouvelle arme claque contre son dos. Il a une promesse à tenir. Et il a un chronomètre dans la chair. Le clan de la Lune ne va pas comprendre ce qui lui tombe dessus. Il va débarquer comme une tempête, empire. Le vent se lève, soulevant le sable. Jae-won plisse les yeux. Derrière la lunette de chaleur, des silhouettes bougent. Une caravane, avec des bannières. Peut-être un convoi marchand. Peut-être un détachement armé. Notre gars sourit. Ses dents blanchies par le soleil. Il se baisse derrière une dune. Il dénoue le chiffon de sa main gauche. Les veines noires pulsent, prêtes à boire. Il prend une grande inspiration. Le moment est venu. Il ne va pas juste survivre, il va saigner ce monde. Et il va adorer ça. La poussière retombe derrière la dune. Jae-won observe la caravane. Une dizaine de chariots brinque-ballants. Des gardes en armure de cuir patrouillent autour. L'un d'eux porte une médaille brillante sur la poitrine, une insigne de la guilde marchande. Notre gars se fige. Il reconnaît cette bannière. Le lotus rouge sur fond noir. Les salauds de la maison Gua. Des esclavagistes notoires. Aucune pitié à avoir. Il resserre le chiffon sur sa main gauche. Les pulsations noires s'accélèrent sous le tissu. La faim le tenaille. Pas celle du ventre, celle des veines. Il rampe le long de la dune. Le sable crisse sous ses coudes. Le vent chaud plaque ses cheveux sur son front. Le soleil cogne comme un marteau. Il s'arrête à portée de tir. Un garde s'écarte du convoi pour pisser contre un rocher. L'idiot parfait. Jae-won bondit. Le bâton ferré fend l'air. Un coup sec derrière la nuque. Le garde s'effondre sans un bruit. Notre gars le traîne derrière le rocher en un éclair. Il plaque sa main gauche sur le torse de l'homme. Le tissu s'imprègne de chaleur. Les filaments noirs percent la chair. L'essence du garde s'écoule dans ses doigts. Un flot brûlant remonte le long de son avant-bras. La nécrose se dilate d'un coup. Des craquelures violacées escaladent le coude. Le garde se dessèche comme une figue au soleil. Ses yeux se vident de toute lumière. C'est rapide, c'est dégueulasse. Et ça fait un bien monstre. Jae-won inspire un grand coup. Ses muscles se gonflent d'énergie volée. La douleur dans ses os s'apaise une seconde. Puis il fouille le cadavre. Une bourse, quelques pièces en cuivre, et une pierre qui pulse doucement. Un cristal de mana. Pas énorme, mais assez pour acheter quelques jours. Il le glisse dans sa poche. Pas le temps de l'embiner. Il remonte la caravane par l'arrière. Deux autres gardes discutent près du dernier chariot. L'un fume une pipe. L'autre rigole trop fort. Notre gars ne leur laisse pas le temps de dégainer. Il fauche les jambes du premier avec le bâton. Rotule en miettes. Le type hurle. Avant que le second réagisse, Jae-won lui plante le bout ferré dans la gorge. Le fumeur s'étrangle dans son propre sang. Le blessé tente de ramper. Un coup de talon sur la tempe. Silence. Les chevaux s'agitent. Des cris montent à l'avant du convoi. Les marchands ont pigé que ça sentait le roussi. Jae-won n'en a rien à foutre. Il se penche sur le fumeur. Sa main gauche se plaque sur la plaie ouverte. Nouvelle absorption. Plus brutale. Le corps du garde se vide en 2 secondes. La peau se craquelle. Les os claquent.
La nécrose sur le bras de Jae-won remonte jusqu'à l'épaule. Une toile d'araignée noirâtre grimpe dans son cou. Il serre les dents. La brûlure est intense. Mais le coup de fouet d'adrénaline vaut toutes les drogues. Il se redresse. Un dernier garde arrive en courant, l'épée haute, un balèze avec une cicatrice en travers du front. Il voit les cadavres. Il voit le gamin avec un bâton et une main de cauchemar. Il charge. Jae-won ne recule pas. Il bloque la lame avec le bâton. Le choc résonne dans le désert. Le garde est plus fort. Il pousse. Notre gars glisse dans le sable. Mais il pivote sur une jambe. La technique du vent du démon qu'il a répétée 100 fois. Son bâton décrit un arc parfait. Il frappe le poignet de l'adversaire. L'épée vole. Le garde beugle. Jae-won enchaîne. La pointe ferrée s'enfonce sous la mâchoire. Le balèze s'écroule. Jae-won ne prend même pas le temps d'absorber celui-là. Il saute dans le chariot le plus proche. Des caisses en bois. Il en fracasse une d'un coup sec. Des étoffes, une autre. Des rations, la troisième. Un coffret en métal brisé. À l'intérieur, une demi-douzaine de cristaux. Il les empoche. Enfin, un vrai butin. Les survivants du convoi fuient dans le désert. Qu'ils aillent crever plus loin. Jae-won descend du chariot. La main gauche lui tire dessus comme une bête enragée. La nécrose a gagné toute l'épaule. Il sort un cristal de sa poche. Un petit, déjà entamé. Il le serre dans sa paume droite. La pierre se consume lentement. Le flux de mana pur s'infiltre dans ses méridiens. La progression noire s'arrête un instant. Les stries violacées perdent de leur éclat malsain. Assez pour tenir 2 jours, peut-être 3. Il regarde le carnage autour de lui. 5 corps, un chariot pillé et un goût de cendre dans la bouche. Il crache. Il se taille avant que les renforts rappliquent. Il connaît un vieux repère à scorpions derrière les roches noires. Il s'y traîne jusqu'au crépuscule. Là, il s'effondre. La fatigue lui noue le ventre. Il sort un peu de viande séchée. Mais son estomac se soulève. Son corps n'accepte plus la nourriture normale. Seulement l'essence. Il se force à mâcher. Il recrache. Tant pis. Il s'adosse à la paroi froide. Les cristaux brillent dans la pénombre. Il en a assez pour une semaine s'il se rationne. Pas assez pour renverser un clan, mais assez pour frapper encore et encore. La méthode est claire maintenant. Plus il absorbe, plus il gagne de temps. Un cercle vicieux parfait. Le vieux Il Hwan avait raison. Chaque victoire l'enfonce un peu plus dans la tombe. Mais quelle importance! Il n'a jamais compté vivre vieux. Le survivant de la caravane atteint le relais 3 jours plus tard. Les joues creuses, les lèvres gercées. Il raconte tout au chef du relais. Un gamin avec un bâton. Une main noire. Les gardes de la maison Kwa massacrés en moins d'1 minute. Le rapport remonte la chaîne de commandement sans traîner. Il atterrit sur le bureau de Baek Do-yeon, le sous-chef de la région sud. Un type à la gueule d'aigle et aux doigts tachés d'encre. Il écoute le récit en silence. Puis, il lisse sa moustache grise. Un manless qui abat des soldats entraînés. Intéressant. Très intéressant. Il ne croit pas aux légendes de démons, mais il croit aux anomalies. Et une anomalie, ça se capture ou ça se tue. Il convoque son lieutenant. Kang, un colosse au crâne rasé. Il lui ordonne de déployer 3 unités de traqueurs. Des assassins des ombres du lotus, spécialistes de la traque en milieu hostile. Leur mission ? Trouver le garçon à la main noire. L'éliminer avant que d'autres guildes ne l'attrapent. Et rapporter son corps pour autopsie. Le lieutenant s'incline et disparaît. Baek Do-yeon se rassoit. Il ouvre un tiroir. Il en sort un sceau spécial. Le dragon de jade de la lune. Une faveur qu'il doit au patriarche Moon Tae-song. Cette chasse est aussi l'occasion de la rembourser. Il rédige un message au clan de la lune. Un événement anormal dans le désert. Potentiel lien avec vos exilés. Intervention requise. Il appose son sceau. Le faucon s'envole avant l'aube. Jae-won ne se doute de rien. Il se terre près de la source de l'aiguille. Un point d'eau saumâtre connu des charognards. Il a besoin de liquide. Même si son corps absorbe tout, la gorge gratte. Il s'agenouille près de la mare. Il puise dans ses mains. L'eau est tiède et rance. Il boit quand même. Un bruit derrière lui, faible, un froissement de soie noire. Il roule sur le côté. Une lame s'enfonce dans le sable, là où se trouvait sa nuque. L'assassin surgit de nulle part. Visage masqué, dague incurvée. Un des ombres du lotus. Silencieux comme la mort.
Notre gars ne réfléchit pas. Il balance une poignée de sable dans les yeux du type. L'assassin Quinn. Jae-won attrape son bâton. Il le plante dans le ventre de l'agresseur. Le coup ne tue pas, mais il plie le tueur en deux. Le temps de reprendre son souffle, Jae-won est déjà sur lui. La main gauche s'abat sur la nuque découverte. L'absorption est immédiate. L'assassin se convulse. Sa chair se rétracte en un instant. La sensation est différente des gardes de la caravane. L'essence de ce type est plus pure, plus dense, de l'énergie cultivée, un disciple du lotus. Jae-won reçoit un flash, une pièce sombre, le visage de Baek Do-yeon, l'ordre d'élimination. Puis, plus rien. La nécrose rugit. Elle s'étend le long de sa cage thoracique. Des veines noires barrent désormais sa poitrine, ses doigts gauches se figeant pendant quelques secondes, avant de reprendre vie. Jae-won siffle entre ses dents. Trop d'absorption d'un coup. Le corps humain n'est pas fait pour ça. Il doit trouver un vrai noyau de cultivateur. Vite. Il attrape un cristal. Il le brise contre une pierre. La poudre de mana s'infiltre dans ses plaies. La souffrance reflue à peine. Mais l'alerte est donnée. Les assassins sont à ses trousses. Et derrière eux, le clan de la Lune. Il se redresse péniblement. Il doit retourner prévenir Il-hwan. Le vieux est en danger. Si Baek Do-yeon a envoyé un message, la Lune va forcément venir fouiller la région. Et les exterminateurs de la Lune ne laissent aucun témoin. Yang Dae-ho reçoit le parchemin directement des mains de Moon Tae-song. Le vieux patriarche le fixe de ses yeux de serpent. Sa voix est un murmure glacé. Un survivant du désert prétend braver notre nom. Il est temps de montrer ce que vaut le prodige. Yang s'agenouille. Le sourire qu'il affiche est un pur concentré d'arrogance. Il a 23 ans. Un noyau de mana de rang supérieur et une réputation de boucher. Il roule le parchemin et l'attache à sa ceinture. Dans l'heure qui suit, il monte sa monture. Un étalon noir aux sabots ferrés d'argent. Il n'emmène qu'une escouade légère. 3 hommes. Il n'a pas besoin de plus. Les déchets du désert ne valent pas un déploiement massif. La chevauchée vers l'ouest prend une journée. Il suit la piste laissée par les éclaireurs de Baek Do-yeon. Des traces de campement. Un corps desséché d'assassins. Yang met pied à terre près du cadavre. Il observe les veines noires sur la chair flétrie. Il ne connaît pas cette technique. Mais il reconnaît l'odeur. Une magie interdite. Une abomination. Son sourire s'élargit. Il adore écraser les abominations. Il ordonne à ses hommes de ratisser les vieilles grottes. Lui, il continue vers les contreforts rocheux. Son instinct le guide. Où un déchet irait-il se cacher sinon chez les faibles? Et le désert ne compte qu'une poignée de refuges. Il repère l'entrée de la grotte de Il-hwan avant le coucher du soleil. Le vieux est assis sur une pierre à l'extérieur. Il taille un morceau de bois avec son couteau. Il lève la tête en entendant les sabots. Il voit l'uniforme de la Lune. Le vieux guerrier ne prend même pas son bâton. Il soupire. Il sait. Yang descend de cheval avec une lenteur calculée. Il dégaine son sabre. La lame chante une note aiguë en fendant l'air. Il-hwan sourit faiblement. Il demande si le prodige a perdu son chemin. Yang ne répond pas. Il avance. Le vieux pose son bois et son couteau. Il se met debout. Sa jambe absente l'oblige à s'appuyer au rocher. Il n'a plus la vitesse d'avant, mais il a le regard. Yang Dae-ho lève le sabre. Il-hwan crache un peu de poussière. Il espère que ce gamin n'a pas eu peur. Il espère que Jae-won est loin. Le sabre s'abat. Une seule fois. Le vieux s'effondre. Propre. Net. Yang essuie sa lame sur le manteau du cadavre. Puis il tire un sceau de sa poche. Le sceau du patriarche. Un croissant de lune percé d'une étoile. Il le place sur la poitrine du mort. Un message. Leur arrogance is leur pire vice. Ils laissent toujours leur signature. Yang remonte en selle. Il jette un dernier regard à la grotte. Rien d'autre ne l'intéresse ici. Il fait faire demi-tour à son cheval. Il a un autre déchet à débusquer. Le soleil plonge derrière les dunes. Le vent efface les traces de sabots. Jae-won court encore à 1 heure de là. Il a le souffle court, la main qui le démange. Il ne sent pas le froid du soir. Il ne sent pas la sueur séchée sur son crâne. Il presse le pas. Les roches défilent. Il passe le dernier col avant la grotte. Il dérape dans le gravier. Le ciel est tout rouge, comme une blessure. Jae-won atteint la grotte alors que les dernières lueurs rouges s'éteignent. Il s'arrête net. L'odeur du sang frappe avant même que ses yeux ne confirment.
Une forme gît sur le sol, devant l'entrée. Notre gars reconnaît immédiatement la vieille cape trouée. Il s'approche sans un bruit, les jambes en coton. Le vieux est étendu sur le flanc. Une plaie nette barre sa poitrine. Aucun combat, juste une exécution. Zhang Ilhuan n'a même pas eu le temps de lever son bâton. Le couteau à bois gît à 1 mètre. Jaewon tombe à genoux près du corps. Il fixe les yeux ouverts du vieux. Personne ne ferme ses paupières, pas ici, pas dans le désert. Sa main gauche tremble de rage contenue. La nécrose pulse sous sa peau. Il remarque alors l'objet sur la poitrine du mort. Un sceau en métal noir, un croissant de lune percé d'une étoile. Le symbole du patriarche. Le message est clair comme de l'eau de roche. La lune est passée par là. Yang Daeho a laissé sa carte de visite. Notre gars serre les dents, la mâchoire si crispée qu'il pourrait broyer du granit. Ses ongles crissent contre la pierre. Il ne pleure pas. Les larmes, c'est pour les vivants. Lui, il n'a que la haine. Il attrape le sceau. Le métal est glacé. Il le fourre dans sa poche. Ce trophée, il le rendra. Pas tout de suite, mais bientôt. Il se penche sur Ilhuan. 2 doigts sur les paupières du vieux. Il les ferme doucement. Puis, il soulève le cadavre aussi délicatement qu'un enfant. Son dos proteste. La nécrose lui mord les côtes. Il s'en fiche. Il porte le corps à l'intérieur de la grotte. L'endroit que le vieux appelait sa maison. Il l'allonge sur la paillasse de fortune. Les bras croisés sur la poitrine. Un guerrier mérite le repos. Même un guerrier estropié. Jaewon recule. Il heurte une pile de vieux parchemins. Ça dégringole. Il baisse les yeux. Parmi les rouleaux, un cahier en cuir abîmé. Il ne l'a jamais vu. Sûrement planqué sous la couche. Il le ramasse. La couverture est vierge. Il l'ouvre. L'écriture est celle du vieux. Des schémas, des annotations dans les marges. Le titre de la première page lui glace le sang. Rupture de noyau. Notre gars déglutit. Le vieux n'a jamais parlé de ce cahier. Il tourne les pages fébrilement. Des diagrammes de canaux de mana, des flèches, des points de pression sur le corps humain, des notes sur l'absorption forcée. Et surtout, une section sur les mémoires. Le vieux explique un truc dingue. Quand on absorbe un noyau entier, on n'aspire pas que l'énergie. On avale aussi les souvenirs, les émotions, les secrets. Tout ce que le cultivateur a jamais su. C'est pour ça que Jaewon a vu le visage de Baek Do-yeon. C'est pour ça que les flashs l'ont frappé en pleine absorption. Ce n'est pas un bug. C'est une mécanique interdite. Une abomination, comme dirait ce cafard de Yang. Le vieux note dans la marge. La rupture de noyau est la voie la plus rapide vers la vérité, mais aussi la plus rapide vers la mort. Chaque mémoire volée accélère la pourriture. Utilise avec parcimonie idiot. Jaewon lâche un ricanement amer. Le vieux savait. Il savait qu'un jour Jaewon franchirait le pas. Et il a quand même laissé ses notes. Notre gars referme le cahier. Il le glisse dans sa veste. Cette connaissance vaut plus que tous les cristaux de mana du monde. Il jette un dernier regard à Ilhuan. Le vieux a l'air presque paisible. Presque. Jaewon se lève. Il n'a pas le temps pour les funérailles. Le temps presse. La nécrose a faim. Yang est en vie. Et le clan de la lune se croit intouchable. Notre gars sort de la grotte. La nuit est tombée pour de bon. Les étoiles percent le ciel comme des aiguilles. Il respire un grand coup. Le vent charrie encore l'odeur du cheval de Yang. La piste est fraîche. Mais ce n'est pas sa priorité. Pas tout de suite. Il a besoin d'infos. De vraies infos. Pas des ragots de contrebandiers. Il lui faut le plan du clan. Les faiblesses. Les noms. Et pour ça, un seul moyen. La rupture de noyau. Il lui faut une proie qui sait. Un soldat de la lune. Pas un simple garde de caravane. Un vrai. Un type qui a mis les pieds dans la forteresse. Qui connaît le visage du patriarche. Jaewon s'enfonce dans les contreforts rocheux. Il connaît les routes de patrouille. Le vieux les lui a montrées pendant des semaines. Les soldats de la lune ne sont pas discrets. Ils paradent. Ils pensent que le désert leur appartient. Grosse erreur. Il choisit un défilé étroit entre 2 parois de grès. Un goulot parfait. Il ramasse des pierres coupantes. Des éclats d'obsidienne naturelle. Il en jonche le sol derrière un virage sans visibilité. Puis, il attend. 3 heures passent. Le froid du désert s'installe. Ses doigts gourds lui rappellent la nécrose. Mais il ne bouge pas. Notre gars est une statue. Enfin, un bruit. Des sabots. 2 chevaux. Peut-être 3. Jaewon distingue les voix. Un ton arrogant.
Un rire gras. Des uniformes de la Lune. La patrouille approche. Il ne se méfie pas du tout. Pourquoi le ferait-il? Personne n'attaque la Lune dans son propre territoire. Les imbéciles. Le premier cavalier passe le virage. Son cheval pose le sabot sur un éclat d'obsidienne. L'animal hennit de douleur. Il se cabre. Le soldat jure. Il tire sur les rênes. Le deuxième cavalier essaie de contourner. Trop tard. Jaewon bondit de sa cachette. Une ombre silencieuse. Il percute le premier soldat en pleine poitrine. Les deux roulent dans la poussière. Le casque du type valdingue. Jaewon ne perd pas une seconde. Sa main droite agrippe la gorge. La gauche s'abat sur le plexus. L'absorption démarre immédiatement. Le soldat ouvre des yeux horrifiés. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. La sensation est brutale. Sa chair se rétracte. Son noyau de mana se fissure. Jaewon aspire tout. L'énergie, les fluides, les souvenirs. Des fragments de vie défilent. Une cérémonie. Le visage du patriarche. Le sourire carnassier de Yang. L'entraînement dans la cour intérieure. Puis plus rien. Le cadavre est sec comme une momie. Le deuxième soldat hurle. Il dégaine son sabre. Mais Jaewon est déjà debout. Le corps du premier gît à ses pieds. Notre gars est plus rapide. L'énergie volée pulse dans ses veines. La nécrose proteste. Des veines noires rampent sur son cou. Il s'en moque. Il esquive le coup de sabre. Une feinte apprise avec le vieux. Il plonge sous la lame. Sa main droite attrape le poignet armé. Sa main gauche frappe la tempe. Contact. Deuxième absorption. Le soldat se convulse. Il lâche son arme. Ses jambes cèdent. Jaewon le maintient debout par la seule force de son étreinte. Le noyau du type se vide. Les images affluent. La même cour. Les mêmes visages. Mais des infos plus nettes. Des conversations. Des messes basses dans les couloirs. Il capte un mot. Patriarch. Mourant. Un frisson parcourt Jaewon. Il force l'absorption. La douleur lui arrache un grognement. La nécrose s'étend jusqu'à sa mâchoire. Un filet de sang noir coule de sa narine. Mais il obtient ce qu'il veut. Une scène précise. Le patriarche Moon Tae-song effondré sur son trône. Une servante qui essuie du sang sur ses lèvres. Yang debout à ses côtés. Le sourire narquois. L'héritage. Le prodige va prendre la tête du clan. C'est pour ça qu'ils l'ont envoyé en mission, pour asseoir sa légende, pour éliminer une menace mineure. Tout se connecte. Jaewon lâche le cadavre. Il titube. La nécrose a gagné du terrain. Sa vision se trouble un instant. Mais il sourit. Un sourire sinistre. Il sait désormais ce qui attend la Lune. Un patriarche à l'agonie. Un successeur arrogant et aveuglé par son ego. Le clan est plus vulnérable que jamais. Il s'essuie la bouche du revers de la main. Les corps desséchés à ses pieds sont à peine reconnaissables. La patrouille n'existe plus. Il les fouille rapidement. Quelques cristaux de mana bas de gamme. Il les brise et laisse la poudre se dissoudre sur ses plaies. Le soulagement est minime. La pourriture a trop progressé. Il faut qu'il trouve une source plus pure. Et vite. Mais d'abord, un plan. Si Yang est le successeur, alors le patriarche ne sort plus de ses appartements. La sécurité doit être renforcée. Pas question de foncer tête baissée. Il lui faut une couverture. Un moyen de s'introduire dans la place. Les souvenirs absorbés contiennent une pépite. Les serviteurs du clan portent des masques lors des grandes cérémonies, pour préserver leur anonymat. Une tradition idiote, mais utile, très utile. Il sait aussi que la prochaine cérémonie approche, la bénédiction de la source. Un rituel annuel où le patriarche bénit les cristaux de mana du clan. Un événement grouillant de monde. Des serviteurs, des gardes, des invités de marque. Le chaos parfait pour un fantôme. Jaewon ne pourra jamais y entrer en force. Il n'est pas de taille. Pas encore. Mais un serviteur? Un type sans visage, sans nom, sans mana. Personne ne regarde les serviteurs. Les gens puissants ne les voient même pas. Ils sont transparents. Et c'est exactement ce qu'il lui faut. Il redresse les épaules malgré la douleur. La nécrose lui bouffe l'épaule gauche maintenant. Ses mouvements sont plus lents, mais sa détermination est intacte. Il attrape les brides d'un cheval de patrouille. L'animal renacle. Jaewon lui flatte l'encolure. Il va en avoir besoin. Le voyage jusqu'au domaine de la Lune prendra 2 jours. 2 jours à souffrir le martyre. Mais chaque seconde de douleur lui rappelle pourquoi il tient encore debout. Pour Ilhwan. Pour son père, pour l'humiliation.
Il saute en selle. Sa main gauche manque de force. Il doit la coincer sous la sangle pour tenir les rênes. Peu importe. Le cheval s'élance. La lune solitaire dans le ciel éclaire sa route. La même lune que le sceau du patriarche. Pas pour longtemps. Il va la leur faire avaler, leur lune, avec le goût du sang et de la cendre. Alors qu'il chevauche, il repense au visage de Ilwan, au calme du vieux face à la mort. Il n'a même pas gémi. Juste un dernier espoir pour le gamin. Jaewon n'est plus un gamin. L'enfant sans mana est mort dans le désert. Ce qui galope vers l'est, c'est autre chose. Quelque chose de noir, de rongé, mais de vivant, terriblement vivant et affamé. Le cheval s'arrête à la lisière du domaine de la lune. Les tours de garde se découpent sur le ciel gris. Jaewon glisse de la selle. Sa main gauche pend, inutile. La nécrose lui bouffe l'épaule. Il serre les dents. Pas le moment de flancher. Il attache la bête derrière un bosquet calciné. La végétation autour du domaine est délibérément brûlée, pour éviter les embuscades. Notre gars connaît la procédure. Les souvenirs des soldats sont encore frais. Il repère une file de chariots à l'entrée des cuisines. Des serviteurs masqués déchargent des caisses de poissons séchés. Leurs visages sont couverts d'un voile de toile brute. Seuls les yeux dépassent. Parfait. Jaewon attend qu'un serviteur s'écarte. Un type maigre traîne une caisse vide vers une ruelle. Personne ne le regarde. Personne ne regarde jamais les serviteurs. Notre gars se fond dans l'ombre. Il se déplace plus vite que son état ne le permet normalement. L'adrénaline repousse la douleur. Il saisit le serviteur par le col. Une traction sèche. L'homme bascule dans l'obscurité. Le type tente de crier. La main droite de Jaewon se plaque sur sa bouche. La gauche, malgré la nécrose, bloque sa nuque. Il ne cherche pas à consommer son noyau. Pas de noyau développé chez un simple domestique. Juste un peu d'essence vitale. De quoi le vider sans laisser de traces. L'absorption démarre. Le serviteur se convulse. Ses yeux s'élargissent sous le masque. En 3 secondes, il est sec. Jaewon récupère juste assez d'énergie pour stabiliser sa main gauche. La pourriture stoppe sa progression, pour l'instant. Il enfile la robe de toile. Le masque sent la sueur et le riz moisi. Il attache les lanières derrière sa tête. Les souvenirs du mort sont flous. Des ordres, des coups, une écuelle vide. Mais c'est assez pour imiter la posture. Dos voûté, démarche traînante. Il rejoint la file des serviteurs. Personne ne l'interpelle. Il attrape une caisse. Le poids est ridicule comparé à ce qu'il soulève d'habitude. Mais il plie les genoux. Un serviteur ne porte pas comme un guerrier. La cour intérieure est immense. Des bannières de la lune pendent des arches. Des torchets à mana diffusent une lumière bleutée. L'agitation est palpable. La bénédiction de la source, c'est demain. Les préparatifs battent leur plein. Les cuisines fument. Les gardes vérifient les entrées. Jaewon pose sa caisse. Il observe. Son regard glisse sur les visages. Pas de Yang en vue. Pas encore. Il repère l'autel cérémoniel au centre de la cour. Une dalle de pierre noire massive. Et dessus, un cristal de mana brut. La taille d'une tête humaine. Il pulse d'une lueur laiteuse. La pierre de la source. C'est elle qui sera bénie par le patriarche. C'est elle que les serviteurs doivent purifier, avec de l'eau salée. Un rituel idiot, mais utile. Jaewon se mêle à l'équipe de purification. Un vieux serviteur distribue des seaux. Il lui entend un sans un mot. Notre gars hoche la tête. Il suit le mouvement. Il trempe le linge dans l'eau. Il frotte la pierre. Le cristal vibre sous ses doigts. Une énergie pure, bien plus dense que le noyau d'un soldat. L'envie de consommer le démange. Mais trop de monde, trop de regards. Il patiente. La cérémonie est dans 2 heures. Le patriarche apparaîtra. Le chaos sera total. Il termine son service. Il recule dans l'ombre d'un pilier. Le masque colle à sa peau. Sa main gauche le lance. Il sent la nécrose qui cherche à repartir. Il serre le poing. Juste un peu de temps. Les trompettes sonnent. La cour se fige. Les portes du grand hall s'ouvrent. Une procession lente. Des anciens en robe d'apparat. Leurs visages sont découverts. Eux, on doit les admirer. Jaewon les détaille. Des vieillards arrogants. Il en reconnaît 2. Ceux qui ont voté l'exil, il y a 15 ans. Ensuite, les gardes d'élite, armure laquée, sabre en os de virme. Et au milieu, Yang Daeho, le prodige, le sourire carnassier. Il porte la tenue de successeur. Une écharpe rouge brodée d'argent. Notre gars se retient.
Son tour viendra. Derrière Yang, le palanquin du patriarche. Des rideaux de soie cachent l'intérieur. Le cortège s'arrête devant l'autel. Les serviteurs se prosternent. Jaiwan fait pareil. Front contre les pavés. Il ne voit rien, mais il entend. Un ancien psalmodie, des incantations. La foule répond. Le patriarche tousse, un son creux. Il descend du palanquin. Des pieds nus sur la pierre. La cérémonie commence. Le vieux pose la main sur le cristal. Il va le bénir. Les nobles ferment les yeux. C'est maintenant. Jaiwan bondit. Sa main droite plonge vers le cristal. Personne n'a le temps de réagir. Il touche la pierre. L'absorption s'active. Pas celle lente d'un noyau. Une succion brutale. Le cristal explose de lumière. Le mana se déverse dans son corps. Une vague brûlante. La nécrose recule. Ses doigts se régénèrent. Son épaule se recolore. Mais c'est trop. Beaucoup trop. Son corps n'est pas fait pour ça. Le cristal se fissure. Une onde de choc balaye la cour. Les anciens volent. Les gardes trébuchent. Yang Daeho hurle. Le patriarche recule en titubant. Jaiwan hurle aussi. Pas de douleur, de puissance. La pierre se vide. Son bras gauche est guéri. Sa peau fume. Des veines noires crépitent. Mais il contrôle. Le chaos est total. Les serviteurs courent. Les gardes ne savent pas qui attaquer. Tout le monde cherche l'assaillant. Lui, il est déjà ailleurs. Il lâche le cristal. Ce qui reste n'est qu'un caillou terne. Il se glisse entre les corps affolés. Sa cible n'est pas le patriarche. D'abord, un ancien. Celui qu'il a reconnu, maître des rites. Celui qui a ri quand son père a supplié. Le vieux est au sol. Sa robe est déchirée. Il crie des ordres. Personne n'écoute. Jaiwan surgit derrière lui. Sa main droite s'abat sur sa nuque. Pas d'absorption immédiate. Un coup de coude dans les reins. L'ancien s'effondre. Notre gars le traîne derrière un pilier. L'ancien tente de lancer un sort. Une flamme bleue crépite à ses doigts. Jaiwan lui tord le poignet. L'os craque. La flamme s'éteint. Il plaque sa main sur le visage du vieux. Absorption. Cette fois, il prend tout. Le noyau de l'ancien est puissant. Un rang supérieur. Les souvenirs affluent. Les intrigues. Les secrets. L'emplacement des quartiers du patriarche. La puissance réelle du vieux. Un frisson. Mais il n'a pas le temps d'analyser. Le cadavre se momifie. Il le cache derrière un tonneau. Personne n'a rien vu. La panique est à son comble. Des gardes foncent vers l'hôtel. Yang Daeho bugle qu'on trouve l'intrus. Les projecteurs braquent partout, sauf sur un serviteur mort de trouille, accroupi dans un coin. L'invisibilité parfaite. Jaiwan se fond dans un groupe de domestiques qui évacuent la cour. La cohue le porte. Il franchit une porte latérale. Les cuisines sont désertes. Il en profite pour choper un couteau. Lame longue. Pas une arme de guerre, mais tranchante. Il reprend son souffle. Son corps brûle encore. La régénération a consommé une partie de l'énergie volée. Mais la nécrose est temporairement bloquée. Il sent ses muscles gonflés de mana. Il pourrait tenir tête à un capitaine, mais pas au patriarche. Pas encore. Il emprunte un escalier de service. Les souvenirs de l'ancien le guident. Le grand hall est droit devant. Les quartiers privés sont à l'étage. Le patriarche s'y est retiré après l'explosion. Il doit être affaibli. C'est l'instant parfait. Notre gars se glisse dans un couloir sombre. Les torches magiques vacillent. La moquette étouffe ses pas. Il croise un garde isolé, sonné par le chaos. Jaiwan ne lui laisse aucune chance. Le couteau s'enfonce sous la mentonnière. Le garde s'effondre. Il ne consomme pas. Pas le temps. Il arrive devant une double porte en bois d'ébène, les appartements du patriarche. Il pousse le battant. La porte n'est même pas verrouillée. Erreur fatale. La pièce est immense. Un trône au fond, des tentures de soie, et au milieu, Moon Tae-song, debout. Il ne devrait pas tenir debout. Dans les souvenirs des soldats, il était mourant. Dans ceux de l'ancien, il était alité. Mais là, il se dresse. Ses épaules sont larges, sa barbe blanche est soignée. Son regard est clair, pas un vieillard à l'agonie, un prédateur. Jaiwan comprend, il a été piégé. Ou pire, le patriarche cachait sa condition. Il jouait la faiblesse. Le vieux sourit. Il balaie la pièce du regard. Il sait que le serviteur n'est pas un serviteur. Il a senti son mana. Le mana du cristal. Jaiwan arrache son masque. Inutile de se cacher. Le patriarche parle. Pas de colère, juste de la curiosité. Il dit qu'il sent la pourriture.
Il demande si c'est le gamin du désert. Notre gars ne répond pas. Il se jette en avant. Le couteau vise la gorge. Le patriarche lève une main. Un simple geste. Une barrière de mana invisible percute Jaiwan. Il est projeté contre le mur. Les pierres se fissurent. Sa colonne vertébrale proteste. Il ne lâche pas le couteau. Il se relève. Le patriarche n'a pas bougé. Il dit que c'est amusant, que personne n'a osé l'attaquer depuis 20 ans. Jaiwan charge à nouveau. Cette fois, il utilise la technique du vieux Il Huan. Un pas de côté, feinte à la tempe, coup réel au foie. Le patriarche ne bouge toujours pas. Il bloque avec le dos de la main. Un choc sourd. Jaiwan sent son poignet craquer. Le vieux saisit son bras droit. Sa poigne est comme un étau de fer. Il tire, il tord. Jaiwan hurle. Son bras se brise net. Pas une fracture. Une désarticulation. Le coude pend dans le vide. Notre gars recule en titubant. Son bras droit est inutile. La douleur le rend flou. Le patriarche observe le membre brisé. Il dit qu'il va lui prendre l'autre. Jaiwan active l'absorption de l'air ambiant. Il siphonne un peu du mana résiduel de la pièce, juste pour cautériser le sang. Le patriarche fronce les sourcils. Il comprend enfin le pouvoir du gamin. Il dit que c'est une abomination. Il dit qu'il va purifier cette pourriture. Il lève le bras. Une éclair de mana noir jaillit de sa paume. Pas une technique, juste de l'énergie pure. Jaiwan plonge sur la gauche. L'éclair rase son épaule. Le mur derrière lui se désintègre. Le patriarche avance. Il n'est plus vieux. Il n'est plus faible. Sa puissance est absolue. Un rang pique. Jaiwan n'a aucune chance. Il le sait. Il recule vers la porte. Le patriarche accélère. Il apparaît devant lui. Un déplacement instantané. Sa main s'abat sur l'épaule gauche de Jaiwan. Une pression terrible. Les os craquent. Il arrache. Jaiwan pousse un cri. Le bras gauche se détache. Pas une coupure nette. Un déchirement. Le sang gicle. La nécrose rongeait déjà les chairs. Le patriarche jette le membre au sol. Il dit que c'est fini. Notre gars s'effondre. Sa vision se brouille. Mais la rage le maintient. Il ne peut pas mourir comme ça. Pas au pied de ce monstre. Il rassemble ses dernières forces. Il active sa capacité sur son propre sang. Il consomme sa propre essence. La douleur est atroce. Mais ça cautérise la plaie. Il roule sur le côté. Le patriarche hausse un sourcil. Il est surpris. Il dit que c'est impressionnant. Il s'apprête à l'achever. Jaiwan glisse sa main droite mutilée dans sa ceinture. Il attrape le cristal de mana dérobé plus tôt, celui des soldats. Il le broie entre ses dents. Le mana explose dans sa gorge. Son bras guérit partiellement, assez pour bouger. Il se jette par la fenêtre panoramique. Le verre explose. Il tombe, 3 étages. Il percute le toit d'un entrepôt. Les tuiles cèdent. Il roule dans la paille. La douleur est insoutenable, mais il est vivant. Il se relève. Le sang coule de son épaule mutilée. Le moignon fume. Il court. La forêt interdite est au nord, juste derrière l'enceinte. Derrière lui, des cris. Les gardes le cherchent. Yang Deho hurle son nom, mais personne ne le rattrape. Jaiwan franchit les portes arrière. Elles ne sont pas gardées. La forêt est devant lui. Noire, hostile, mais moins hostile que le patriarche. Il plonge dans les ténèbres des arbres. Les ronces griffent son visage. Il ne sent plus rien. Il s'enfonce. Le domaine de la lune disparaît derrière lui. Il a perdu un bras. Il a perdu un combat. Mais il a gagné une chose, la preuve que le patriarche est un monstre. Et que pour le tuer, il faudra devenir pire. La forêt interdite le gobe tout entier. Les ténèbres sont un linceul humide. Les gardes du clan hurlent derrière la muraille. Aucun ne franchit la lisière. Ils savent que ce bois est une tombe. Notre gars, lui, n'a plus le choix. Il continue de courir. Son moignon gauche fume encore, cautérisé à l'arrache. Le sang ne coule plus, mais la douleur est une bête vivante. Chaque racine qui lui fouette le visage lui arrache un grognement. Le sol est spongieux, fait d'aiguilles pourries. Il trébuche, se rattrape contre un tronc noir. Sa main droite mutilée agrippe l'écorce. L'écorce suinte une sève froide. Il la lèche machinalement. Son estomac se tord. Il n'a rien avalé depuis l'infiltration. Son corps réclame de l'essence, maintenant, tout de suite. Il repère une mousse phosphorescente. Il plaque son moignon dessus.
Le pouvoir s'active. La mousse se flétrit instantanément. Un filet d'énergie glacée remonte son bras. Ce n'est pas grand-chose, mais ça calme les crampes. La nécrose, elle, n'attend pas. Les veines noires grimpent déjà vers son épaule. Il faut qu'il trouve une source plus dense. Il s'enfonce plus profondément. Les arbres sont tordus, les branches comme des cerfs. Un hurlement guttural déchire la nuit. Ce n'est pas un loup, c'est pire. Deux yeux jaunes brillent entre les fougères. La créature est grosse comme un ours, avec des écailles de pierre. Notre gars s'immobilise. Son corps est brisé, mais son instinct lui hurle de ne pas fuir. La bête charge. Il plonge sur le côté. Son épaule valide percute un rocher. La douleur est un éclair blanc. La bête laboure la terre où il se tenait. Il se relève en titubant. Sa main droite cherche le vide à sa ceinture. Pas de couteau, il l'a perdu dans la chute. L'animal se retourne, les babines retroussées. Chaiwon n'a qu'une arme. Il ouvre grand sa gueule à lui. Il active sa capacité sur l'air chargé de miasmes. Un vortex minuscule se forme devant son visage. La bête charge, gueule ouverte. Il lui crache un nuage de mana résiduel concentré. Pas une technique, juste de l'énergie brute, brûlante. Les écailles du museau se fissurent. L'animal glapit, se frotte les yeux sur le sol. Notre gars ne perd pas de temps. Il saute sur son dos. Il plaque ce qui reste de son bras droit sur la nuque. L'absorption est violente. L'essence vitale de la créature est un torrent boueux. Elle se débat, enfonce ses griffes dans sa cuisse. La peau de son bras devient marbrée. La nécrose accélère, mais il tient bon. La bête s'effondre, vidée. Lui, il est plat à craquer. Il recrache l'excès dans un râle. Ses veines noires pulsent. Il est au bord de la rupture. Il titube plus loin. Les arbres s'écartent sur une clairière. Au centre, trône un chêne colossal, plus large qu'une maison. Ses racines formant une cathédrale. Une mare d'eau noire miroite à son pied. Il s'agenouille et boit. L'eau a un goût de métal et de temps anciens. Sa gorge se resserre, mais il sent quelque chose. Une présence. Le chêne vibre d'une lueur verte, et soudain, l'écorce se fend. Une silhouette en sort. Pas un homme. Un amalgame d'écorce, de mousse et de champignons lumineux. Deux yeux verts, sans pupille. Le gardien de la forêt. Il l'observe sans un mot. Notre gars recule, prêt à tout. Mais la créature lève une main de bois. Des lianes jaillissent du sol. Elles enveloppent ses jambes, son torse. Il se débat, mord une liane. Le goût est infect. Le gardien penche la tête. Il demande pourquoi un mort-vivant souille sa clairière. Chaiwon crache du sang. Il répond qu'il n'est pas encore mort. L'esprit végétal arque ce qui lui sert de sourcil. Il pose un doigt de racine sur le moignon gauche. Une chaleur douce se répand. La douleur s'apaise, pour la première fois. Les lianes relâchent leur étreinte. Le gardien dit qu'il a senti le pouvoir dévorer la bête de pierre. Il dit que c'est une abomination antique et qu'il peut lui apprendre une technique pour la maîtriser. Une technique oubliée des hommes. Le cycle de l'annihilation. Chaiwon se fige. Le nom claque comme une promesse de fin du monde. Il demande ce que c'est. Le gardien montre sa paume d'écorce. Un glyphe apparaît, un serpent qui se mord la queue. Il explique que tout se consomme, même soi-même. Avec ce cycle, il pourrait dévorer des royaumes entiers et renaître à chaque fois plus fort. Mais le prix, c'est la dissolution de l'esprit. À la fin du cycle, on devient une force brute, sans souvenir, sans haine. Juste une fin éternelle. Notre gars regarde son bras pourri. Il pense au vieux Il-hwan, au patriarche, à Yang De-ho. Il dit non. Il refuse net. Le gardien incline la tête. Ses yeux verts ne cillent pas. Il dit que c'est dommage. Il dit qu'il va devoir le recycler quand même. Les racines explosent du sol. Des pieux de bois visent son cœur. Chaiwon réagit à l'instinct. Il plaque sa main droite sur le torse du gardien. L'écorce est dure comme du fer, mais le bout de ses doigts trouve une fissure. Il force. Il active la consommation. Le gardien sursaute. Un flot de sève luminescente se déverse dans ses veines. Ce n'est pas de la chair. C'est du mana pur, vieux de 1000 ans. Notre gars pousse un hurlement. La nécrose se consume elle-même pour contenir le flux. Son moignon gauche se met à crépiter. Des filaments violets jaillissent de la plaie. Il se torsade, s'entremêle. Le gardien essaie de se retirer, mais Chaiwon s'accroche comme une sangsue. Il dévore l'esprit millénaire, par bribes.
Des visions éclatent dans son crâne. Le clan Moon, il y a des siècles. Un pacte avec une chose sous la terre. Un cœur primordial. La source de toute leur puissance, enfouie sous la grande salle. Le gardien se fissure. Son enveloppe de bois tombe en poussière. Il ne reste qu'un noyau de lumière verte. Jae-won lâche prise. Il titube en arrière. Son nouveau membre s'est solidifié. Un bras gauche entier, fait de brume violette et de veines lumineuses. Pas un vrai bras. Une prothèse spectrale, tordue, comme un croquis de cauchemar. Il peut le bouger. Les phalanges de mana crépitent. Il sourit, toutes dents dehors. La douleur est toujours là, mais il a un atout. Et surtout, il sait maintenant. Le cœur primordial. La racine de la puissance du patriarche. Il n'a pas besoin de devenir un dieu de l'annihilation. Il a juste besoin de creuser sous leurs pieds et de tout faire exploser. Derrière lui, la forêt se met à gronder. Des centaines d'yeux s'allument dans les ténèbres. Les protecteurs du bois se réveillent. Notre gars ne leur laisse pas le temps. Il flanque un coup de son nouveau bras sur un arbre. L'impact crée une onde violette. Le tronc éclate en fragments carriés. La voie est libre. Il s'élance vers le nord, là où les collines rejoignent le désert. Il a une cible maintenant, et il a un bras capable de la détruire. La nécrose a gagné tout son flanc droit, mais pour la première fois depuis son réveil dans les poubelles, Jae-won sait exactement où frapper. La forêt s'est refermée derrière lui comme une gueule vivante. Notre gars court sans se retourner. Son nouveau bras spectral émet une lueur violette qui éclaire le sous-bois. Les cris des protecteurs du bois déchirent la nuit. Mais il s'en fout. Il a une image gravée dans le crâne. Le cœur primordial. Une masse palpitante de chair et de cristal, enfouie sous la grande salle du clan Moon, la racine de toute leur puissance. Il l'a vue à travers les souvenirs du gardien. Une chose ancienne, déterrée il y a des siècles par le premier patriarche. Un pacte, un sacrifice. Et depuis, chaque Moon qui naît hérite d'un éclat de cette abomination. Notre gars crache un glavio noir. Il comprend enfin pourquoi il était manaless. Le cœur ne donne pas sa puissance à n'importe qui. Il choisit. Et il ne l'a pas choisi. Tant mieux. Il va le lui faire regretter. La lisière de la forêt approche. Les arbres s'espacent. Le terrain devient rocailleux. Derrière, les hurlements des esprits végétaux s'estompent. Ils ne quitteront pas leur domaine. Jae-won débouche sur une crête. Devant lui, les collines du nord descendent vers une plaine désertique. Et au milieu de cette plaine, une tache sombre. Le domaine Moon. Il s'accroupit. Son flanc droit est un patchwork de peau morte et de veines noires. La nécrose a grimpé jusqu'à sa cage thoracique. Chaque respiration produit un sifflement humide. Mais le bras spectral, lui, est intact. Les filaments violets crépitent. Il a un plan. Pas joli, mais un plan. Il dévale la pente en silence. La nuit est froide. Aucune lune. Parfait. Il atteint les faubourgs du domaine 1 heure plus tard. Des baraquements de pierre, des entrepôts, des gardes en patrouille, torche à la main. Rien de bien méchant. Il se glisse entre 2 bâtiments. Son bras fantôme absorbe la lumière autour de lui. Une aptitude pratique qu'il découvre sur le tas. Il devient une ombre dans l'ombre. Un garde passe à 2 mètres. Ne le voit pas. Notre gars sourit. Même ses dents sont tachées de noir maintenant. Il repère l'entrée de service des cuisines. La même qu'il avait utilisée lors de son infiltration. Elle est gardée. Un seul homme. Un balourd bedonnant qui somnole contre le mur. Jae-won ramasse un caillou. Le lance à gauche. Le garde sursaute. Il grogne et va voir. Notre gars se faufile derrière lui. Il plaque sa main droite sur sa nuque. Pas de consommation. Juste une clé au plexus. L'homme s'effondre sans un bruit. Jae-won le traîne derrière un tonneau. Et il entre. La main du patriarche noircit à une vitesse terrifiante. Il pousse un cri rauque et tranche son propre poignet d'un revers de lame. Notre gars ricane. Trop tard, le vieux. La nécrose a déjà mordu l'os. Moon Tae-song recule en chancelant, son moignon fumant. Yang Dae-ho est toujours à moitié étranglé au bout du bras fantôme. Il essaie de se débattre, le visage violet. Le prodige crache du sang, mais il ne lâche rien. Le patriarche fixe Jae-won avec une haine pure. Il murmure un vieux nom que personne n'a prononcé depuis 5 siècles. L'air de la salle se refroidit instantanément. Des flamèches spectrales s'allument autour du trône. Le sol vibre. Une fissure s'ouvre sous les pieds du patriarche. Un souffle ancien s'en échappe. Une odeur de crypte et de poussière d'os. Et devinez quoi?
Une silhouette blême en sort. Le premier patriarche. Un géant de 2,50 m, translucide, drapé dans un linceul de mana lunaire. Ses orbites sont 2 puits d'argent liquide. Pas de chair, pas de vie, juste une volonté compressée en forme humaine. Notre gars sent le fragment du cœur palpiter d'excitation. L'esprit le fixe. Et ce n'est pas un regard de colère, c'est de la faim. Le vieux patriarche mort veut le dévorer. Muntesong hurle l'ordre ancestral. Le spectre lève une main décharnée. Les runes détruites autour de la salle se rallument d'un éclat livide. Pas pour une barrière, pour un rituel de scellement. L'esprit compte emprisonner Jaewon dans son propre corps et le porter en offrande au cœur. Mauvaise idée. Notre gars relâche, Yang Dae-ho. Le prodige tombe au sol avec un bruit sourd. Jaewon tend ses 2 bras, le charnel et l'éthéré. Il invite le spectre à venir. L'esprit se rue sur lui, silencieux comme une lame de fond. La collision crée une implosion silencieuse. La pression écrase les dalles alentours. Moon Tae-song plaque son dos contre un pilier. Yang Dae-ho rampe, les doigts en sang. Notre gars est englouti par la masse spectrale. Le fantôme tente de s'infiltrer dans ses méridiens, de geler son noyau, de prendre les commandes. Mais le fragment du cœur n'aime pas partager. Il active son siphon tout seul. Les filaments spectraux se mettent à vriller, piégés dans un vortex violet. L'esprit du premier patriarche émet une vibration stridente. Pas un cri, une déchirure d'âme. Il essaie de battre en retraite. Notre gars le retient. Il l'enlace littéralement avec son aura de succion. Et il aspire, pas par le noyau, par la peau, par les poumons, par chaque pore. Le spectre se tord, se compresse, diminue. Son visage haineux se déforme en un masque de stupeur. Puis il n'en reste qu'un filet de brume. Jaewon l'avale d'un coup sec. La claque d'information est instantanée. Les souvenirs du premier patriarche déferlent. 5 siècles de secrets. Et c'est un bain de sang. La vérité est simple et dégueulasse. Il n'y avait pas de dragon ancestral, pas d'épreuve divine, pas de bénédiction lunaire. Le clan Moon est bâti sur un charnier. Le premier patriarche a trouvé une race ancienne, pacifique, qui vénérait le cœur comme un dieu endormi. Il a massacré chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Un génocide propre. Puis il a volé le cœur, fragmenté son essence pour créer le lignage Moon. Le jade des trônes, l'argent des robes, la lumière des techniques. Tout est nourri par le cadavre d'un peuple. Notre gars rouvre les yeux. La salle du trône est silencieuse. Il sourit. Pas de colère cette fois. Un calme froid. Il murmure que c'est presque poétique. Sa propre malédiction de nécrose. Le clan tout entier. Des miroirs. Il pivote vers Moon Tae-song. Le vieux est à genoux, vidé par le rituel, son moignon toujours suintant. Il bredouille que l'esprit était invincible. Il ne comprend pas. Il ne comprendra jamais. Notre gars traverse la salle en 3 enjambées. Il pose sa main nécrosée sur le crâne chauve du patriarche. Pas pour le tuer, pour le forcer à regarder. Il transfère les images du génocide directement dans l'esprit du vieux. Quelques secondes. Moon Tae-song se met à hurler. Un cri de bête. Il se griffe le visage, suppliant d'arrêter. Notre gars retire sa main. Le patriarche reste prostré, bavant, les yeux fous. Une coquille vide. Yang Dae-ho hurle depuis le sol, crachant des insultes. Lui au moins essaie encore de ramper. Notre gars le regarde comme une crotte de chien. Il n'a plus besoin de le tuer maintenant. Il active son pouvoir fantôme. Son corps devient translucide, puis s'efface complètement. Il traverse le mur du hall principal. Dehors, le domaine du clan est en état de siège fantôme. Les quelques défenseurs encore debout courent en tous sens. Ils portent des torches, des talismans, des armes trempées d'huile sacrée, des gamins terrifiés, de vieux instructeurs, des mères avec des lames de cuisine. Le voilà. Il flotte au-dessus de la cour principale. Le vent ne le traverse pas. C'est lui qui traverse le vent. Il inspire. Pas d'aura de succion cette fois. Quelque chose de plus précis. Il lève son bras spectral. Des dizaines de filaments invisibles partent de ses doigts et piquent chaque torse. Comme des dards, pas douloureux. Juste une piqûre de moustique contre laquelle personne ne peut lutter. Et il pompe. Doucement. Les défenseurs s'immobilisent un par un. Leurs muscles se verrouillent. Leurs poumons ne répondent plus. Ils tombent à genoux, vidés de leur mana, mais vivants. Vivants et conscients. Les yeux ouverts sur le ciel nocturne. Notre gars les survole.
L'air s'épaissit autour de lui. La nécrose gagne ses jambes. Il ne sent plus ses orteils. Ce n'est pas grave. Il se pose devant le pavillon médical. Une trentaine de jeunes disciples sélectionnés citèrent, l'élite des héritiers, cachés comme des rats. Il souffle sur la porte. Le battant de chaîne massif pourrit sur place et tombe en poussière. Les gosses hurlent. Il ne les touche pas. Il leur prend juste leur mana d'un seul regard. Ils s'écroulent en tas, haletants. Une fille aux cheveux blancs essaie de ramper. Notre gars la reconnaît. Cousine éloignée. Elle lui jetait des pierres quand il avait 6 ans. Il lui pince la joue. Un geste presque tendre. Puis il lui vide son noyau. Elle s'effondre, inerte, mais son cœur bat encore. Il n'est pas venu pour le petit gibier. Il veut le cœur du verger. Il s'envole à nouveau, direction le pavillon ancestral, là où est enterré le cœur primordial. Le patriarche a survécu avec son moignon et sa folie. Yang Deo, lui, a trouvé un second souffle. Il est adossé contre le trône brisé. Il tient une fiole brisée. Du sang noir coule de ses lèvres. Un élixir interdit. Ses veines gonflent sous sa peau, injectées d'une énergie palpitante qui brûle sa propre vie. Le prodige abandonne tout ce qui lui reste pour un dernier round. Un sacrifice. Il active le noyau de son propre maître, greffé en secret pour ce moment. Une lumière d'un blanc sale irradie de sa poitrine. Le pavillon ancestral explose. Le toit s'envole en écharde. Notre gars est projeté en arrière par le souffle. Il roule sur le gravier. Son corps fantôme clignote, redevient solide. La moitié de sa cage thoracique est visible sous les lambeaux de sa tunique, noire et craquelée comme du charbon. Yang Deho se dresse au milieu des ruines. Il n'a plus de bras valides. Il n'en a plus besoin. Il lévite, soutenu par la pure densité de l'énergie qui l'irradie. Des gerçures de lumière brûlante parcourent sa peau. Il dit à Jae-won, d'une voix calme, qu'il a tué son père, son maître, son clan. Il demande s'il est fier. Notre gars se relève. Il répond simplement « non ». Pas fier, juste libre. Le prodige hurle et lâche tout. Son corps se désagrège en une gigantesque boule de feu blanche. Une explosion de nova. Une autodestruction calibrée pour raser le domaine entier. Notre gars ne recule pas. Il l'attendait. Il ouvre les bras en grand. Et il déploie le siphon à pleine puissance. Pas pour fuir, pour avaler. L'explosion engloutit tout. La vague d'énergie percute Jae-won de plein fouet. Son torse se consume instantanément. Sa chair s'évapore. Mais le fragment du cœur, lui, ne recule pas. Il absorbe. Il pompe. La lumière blanche se teinte de violet, puis de noir, puis de rien du tout. Le souffle se compresse en une sphère d'1 mètre de diamètre centrée sur notre gars. Pendant 1 seconde, il n'y a plus de domaine Moon, plus de nuit, plus de ciel. Juste une orbe de silence absolu. Puis, l'orbe implose. Jae-won est debout au centre d'un cratère vitrifié. Sa peau est partie. Ses muscles sont partis. Il ne reste qu'un squelette noir, parcouru de veines violettes, et le bras spectral qui flotte, désormais solide comme de l'acier. Son crâne pivote. Les orbites sont 2 braises violettes. Il marche. Ses pas nus de toute chair ne font aucun bruit sur le verre fondu. Il rejoint le pavillon ancestral, ou ce qu'il en reste. Moon Tae-song est là, recroquevillé sous un pan de mur effondré. Vivant, par miracle ou malédiction. Notre gars le soulève par la gorge avec une seule main de phalange. Le vieux le regarde. Ses yeux de fou se calment un instant. Il demande ce qu'il est devenu. Il serre. La nuque du patriarche craque, mais il ne cherche pas la mort immédiate. Il active la succion par contact. Le corps du vieux se vide de son mana, de ses souvenirs, de son essence. Il se ratatine comme une momie en accéléré. Pendant une poignée de secondes, Jae-won voit tout. Les plans de mariage, les assassinats politiques, les enfants illégitimes, les pactes de corruption. La médiocrité entière de ce clan. Puis le vide. Il lâche le cadavre desséché. Il se tient au bord du cratère. Le domaine Moon n'est plus qu'un champ de ruines fumantes. Plus une seule torche, plus un seul cri. Il a gagné. Son corps, lui, n'existe quasiment plus. La nécrose a tout bouffé, sauf l'essentiel. Le fragment du cœur flotte désormais à la place de son sternum, pulsant comme un organe qui exige plus. Soudain, une alarme silencieuse vrille dans ses circuits spectraux. Quelque chose sous la terre se réveille. Le cœur primordial. Il a senti l'explosion, le vide soudain de tous ses nourrisseurs, et il appelle.
pas un piège, un hurlement de faim démentiel. La terre sous le cratère se fend en une gueule de faille. Des veines pulsantes de mana pur s'en échappent, fouettant l'air. Elles cherchent un hôte. Un nouveau patriarche. Un nouveau cœur. Notre gars est debout, les bras en croix. Il regarde les veines s'enrouler autour de ses os. Il ne résiste pas. Il attend. Les veines plongent dans ses os comme des racines chauffées à blanc. Le crâne de Jaewon se renverse en arrière. Sa mâchoire s'ouvre sur un cri muet, sans corde vocale pour le porter. La terre tremble sous le domaine Moon. Les ruines déjà fumantes s'effondrent un peu plus. Notre gars ne bouge pas. Il lévite à quelques centimètres du sol, porté par les filaments de mana. Le fragment du cœur primordial, logé dans son sternum, pulse comme un deuxième cœur. Soudain, il émet une lumière noire qui avale toute la clarté alentour. C'est une obscurité vivante qui s'étale en nappe sur le cratère. Ses os commencent à se dissoudre. Pas dans la douleur, non, dans un abandon total. Il se change en cendres violettes qui tourbillonnent lentement. Ses bras, ses jambes, son bassin, tout se décompose. Le crâne est le dernier à tenir. Les orbites braisent encore. Puis elles s'éteignent. Le dernier morceau de Jaewon s'efface. À sa place, une sphère parfaite de la taille d'un poing flotte dans le vide. Compacte, lisse, palpitante. Elle y absorbe les dernières veines du cœur primordial qui remontent de la faille. Le sol se referme avec un bruit de succion. La sphère grossit. Elle pompe tout le mana résiduel du domaine. Les cadavres alentours se vident de leur moindre étincelle. La pierre des pavillons perd sa teinte bleutée. Même le ciel au-dessus se décolore. La sphère atteint la taille d'un homme, puis la taille d'une maison. Une coquille d'énergie pure, noire et violet, vibre au-dessus du cratère. Des runes primordiales apparaissent à sa surface. Elles brillent d'une lueur malsaine que personne n'a vue depuis des millénaires. La conscience de Jaewon n'est plus qu'un murmure noyé dans un océan de faim. Il a voulu tout dévorer. Il devient la faim elle-même. La sphère éclate sans bruit. Une silhouette en jaillit. Haute de 3 mètres, humanoïde, faite d'une matière qui ressemble à de l'obsidienne liquide. Pas de visage. Juste une surface miroitante percée de dizaines d'yeux violets qui clignent de façon asynchrone. Des membres longs, trop longs, terminés par des griffes spectrales. Dans son torse, le fragment du cœur brille comme une étoile captive. L'entité pose un pied sur les pierres fondues. Le verre se fissure sur 10 mètres à la ronde. Elle pousse un bourdonnement grave qui fait vibrer l'air. Pas une pensée, pas une stratégie, juste une faim qui cherche un nouveau repas. Elle tourne son absence de tête vers l'horizon. Les montagnes, là-bas, grouillent de vie, de mana. Elle va y aller. Un pas. Le sol se creuse sous la pression. 2 pas. Une traînée d'énergie noire carbonise l'herbe derrière elle. 3 pas, et elle s'arrête net. Quelque chose se dresse devant elle. Une silhouette encapuchonnée sort de nulle part, comme si elle avait toujours été là. Le tissu de sa cape est gris, mangé par les âges. Dessous, on devine une peau pâle, presque translucide. Une main osseuse tient un bâton tordu. Un œil unique, d'un bleu glacial, brille sous le capuchon. Ce type, ou cette chose, n'a pas de mana normal. Son aura est vieille, plus vieille que le clan Moon, plus vieille que le royaume. Un survivant de la race qui a enfermé le cœur primordial la première fois. Il regarde l'entité sans ciller. Pas impressionné, juste fatigué. Il lâche un mot dans une langue morte depuis 10 000 ans. L'air se solidifie autour de lui. L'entité penche la tête. Ses douzaines d'yeux se fixent sur l'intrus. Elle pousse un autre bourdonnement, plus aigu. Une vague d'énergie noire fuse droit sur le vieux. L'ancien lève son bâton. La vague percute une barrière invisible et se disperse en fumée. Il avance d'un pas. Le bâton frappe le sol. Un cercle de symboles lumineux s'étend autour de lui. Des cercles concentriques, gravés dans la terre, qui se mettent à tourner. L'entité charge, sans tactique, sans ruse. Elle lève une griffe pour déchiqueter le vieux. La griffe s'abat. Elle traverse la capuche, le corps, comme du brouillard. L'ancien n'est plus là. Il se tient 5 mètres à gauche, déjà en train de tracer de nouveaux symboles avec son doigt. L'entité rugit, un son qui vrille les tympans. Elle pivote. Son bras s'allonge, se tord, devient une faux d'énergie. La faux fend l'air. L'ancien ne bouge pas. La faux le coupe en deux. Les 2 moitiés tombent, puis se relèvent. Ce sont maintenant 2 silhouettes identiques. 2 vieux,
2 bâtons. Ils parlent en même temps. Une phrase, cette fois. Le sol sous l'entité se liquéfie. Des chaînes de lumière blanche jaillissent de la boue. Elles s'enroulent autour de ses chevilles. L'entité tire, arrache les chaînes, mais d'autres prennent leur place. Elle frappe le sol, le pulvérise, mais la boue se reforme sans cesse. Les 2 anciens lèvent leurs bâtons. Un 3e apparaît, un 4e. 4 silhouettes, 4 points cardinaux. Ils commencent à psalmodier. Pas un sort offensif, un rituel de scellement. L'air s'épaissit. Le mana ambiant est aspiré vers le centre. Les yeux de l'entité se ferment un à un. Elle sent la prison. Elle lutte. Son corps se dilate, absorbe l'énergie environnante pour briser le rituel. Le sol tremble si fort que des failles s'ouvrent à des kilomètres. Les montagnes gémissent. Mais les anciens tiennent. Leur voix ne vacille pas. Un sceau colossal apparaît dans le ciel, juste au-dessus de l'entité. Un disque de runes qui descend lentement. L'entité hurle à pleine puissance. Un cri qui n'est pas un son, mais une onde de choc. Les 4 silhouettes vacillent. L'une d'elles, au nord, perd son capuchon. En dessous, un visage de femme, ridé, les yeux cousus. Du sang coule de ses lèvres. Elle ne s'arrête pas. Le sceau continue sa descente. L'entité essaie de s'envoler. Les chaînes la retiennent. Elle ouvre grand son torse, là où brille le fragment. Un rayon d'énergie pure jaillit vers le ciel. Il frappe le sceau. Le disque tremble. Une fissure apparaît. L'ancienne crache du sang noir. Mais le sceau ne rompt pas. Il accélère. Il s'écrase sur l'entité avec un bruit de gong gigantesque. La créature s'effondre, écrasée au sol. Le disque de runes se replie sur elle comme une fleur inversée. Les chaînes se resserrent. L'entité est maintenant enfermée dans un cocon de lumière blanche strié de veines noires. Sa forme se réduit. Elle passe de 3 mètres à 2, puis 1. Le cocon se rétracte, jusqu'à n'être plus qu'un cube de la taille d'un poing. Il flotte au-dessus du sol, silencieux. Les 4 silhouettes ne sont plus qu'une. L'ancienne boîte, épuisée. Sa main tremble en attrapant le cube. Le sceau est complet. L'essence de Jaewon, le cœur primordial, tout est là-dedans. Elle le glisse dans les plis de sa cape, puis elle lève son œil unique vers le nord. Là-bas, une lueur malsaine pulse à l'horizon. C'est le début. Les failles ouvertes par le combat ne se referment pas. Elles s'élargissent. Un filet de fumée violette s'en échappe, puis un autre. Le sol autour du domaine Moon est mort, mais maintenant, il se met à bouger. Des formes indistinctes rampent hors des crevasses. La terre elle-même semble haletée. L'ancienne ne peut pas toutes les refermer. Le sacrifice n'a fait que gagner du temps. Le sceau est puissant, mais le monde a senti le vide. D'autres cœurs primordiaux, ailleurs, se sont réveillés. La chasse va commencer.